Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition d'information. Les titres, c'est tout de suite. Dans ce journal, nous reviendrons sur la publication de la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. Cette liste, bien que réduite, ne semble pas ravir les pêcheurs de la langue de Barbarie. Pour ces derniers, il y a beaucoup trop de navires pour notre espace maritime. Il sera question également dans ce journal de ce litige foncier à Rufisque. 22 hectares opposent les populations du village de Mey à un promoteur privé. Et résultat, des constructions ont été détruites. L'intervention du chef de l'État est sollicitée. La réinsertion sociale, économique et psychosociale des migrants au Sénégal était au menu d'un atelier de validation du mécanisme national de référencement des migrants ce matin. Les détails, vous pourrez les suivre dans cette édition. Nous irons à Saint-Louis pour les préparatifs du Festival international de jazz. Pour cette 30e édition, plus d'une trentaine d'artistes des quatre coins du globe sont attendus, même si le festival fait face à d'énormes difficultés, notamment sur le plan pécunier. Les détails à suivre également dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. La revue annuelle conjointe de la santé 2024 présidée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale a eu lieu ce matin à l'hôtel Radisson de Dakar. Des perspectives d'évolution du plateau médical et la revalorisation du budget à 15% ont été évoquées. Modou Khaban Fall et Dabegui pour le compte rendu. La revue annuelle conjointe de la santé s'est tenue ce mardi à l'hôtel Radisson de Dakar sous la présidence du ministre de la Santé et de l'Action sociale, accompagné du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Les activités de l'ensemble des directions de la santé ont été revues durant cet événement. Revue conjointe annuelle qui est extrêmement importante et j'en profite pour faire un plaidoyer parce qu'on dit qu'aujourd'hui le budget est autour de 6 ou 7 et que dans l'espace IMOA ou l'espace de la CEDEAO, on dit que ce budget-là doit être à 15%. L'autofinancement est un objectif dégagé pour permettre au Sénégal d'atteindre le niveau de 15% du budget national selon les directives de la CEDEAO. Il nous faut investir dans le capital humain parce qu'avec le capital humain, on est en mesure d'augmenter la productivité et la croissance. Donc nous avons un nouveau leadership et qui accorde beaucoup d'importance donc au capital humain, et qui a l'intention de davantage assainir les finances publiques, élargir l'assiette fiscale, augmenter nos capacités d'autofinancement. Parce qu'il s'agit véritablement pour nous, Sénégalais, d'investir dans le capital humain par nous-mêmes. Les bailleurs viennent en complément, mais il va falloir que nous fassions nos propres efforts pour améliorer nos capacités d'autofinancement. Et si nous avons des capacités d'autofinancement donc amélioré, nous serons en mesure d'atteindre cet objectif de 15%. Cette revue annuelle conjointe de la santé est un exercice de présentation des performances du Sénégal dans le domaine sanitaire. Les axes et visions pour l'amélioration du plateau médical sont aussi dégagés durant cet événement. Retour à présent sur la publication de la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. Cette liste ne fait pas l'unanimité dans la langue de Barbarie, dans cette partie de la commune de Saint-Louis où la pêche occupe une place de choix. Les pêcheurs ont laissé entendre que notre espace maritime ne peut contenir autant de navires. C'est un reportage signé Moussa Diagne et Abdouboy. À Saint-Louis, la publication de la liste des navires autorisés à pêcher dans notre espace maritime a été diversement appréciée par les acteurs de la pêche dans la langue de Barbarie. De l'avis des pêcheurs rencontrés à Guet-Ndar, l'État doit comprendre à travers cette liste que nos côtes ne peuvent nullement contenir tous ces navires. Cette liste confirme toutes nos craintes, eu égard au nombre de bateaux, eu égard à la provenance de ces bateaux. On sent à travers ces listes qu'il y a beaucoup de nébuleuses dans le secteur de la pêche. Et cette liste aussi n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive, tel que ça a été dit dans la note du ministre. Cette liste ne comprend pas toutes les licences qui sont en instance de renouvellement.
puisque ces licences, on les renouvelle chaque année, on ne connaît pas quel est le nombre de licences qui sont en train d'être renouvelées. Dans le même ordre d'idée, le secrétaire général du syndicat autonome des pêcheurs artisanaux a aussi profité de cette occasion pour inviter le nouveau gouvernement à respecter leur engagement par rapport au développement de la pêche. Ce gouvernement s'engage à prendre des dispositions pour une surveillance stricte des eaux sénégalaises. Une surveillance stricte des eaux sénégalaises et pour combattre la pêche illégale, non autorisée, non réglementée. C'est ça qui fait que ce que nous attendons aujourd'hui, après la publication de cette liste, qui doit tous maintenant nous sensibiliser et qui nous renseigne par rapport donc à cette concurrence déloyale, qui nous renseigne par rapport aux difficultés, au mal de la pêche artisanale, qui nous renseigne par rapport à la cause réelle de l'immigration irrégulière. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que le ministre prenne des décisions courageuses, des décisions ardues, des décisions conformes à leur engagement. À Guet-Ndar, Santhiaba, Gorumbach et Hydrobase, les pêcheurs ont également invité le président Diomaye Faye à se pencher sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis que la plateforme gazière a été implantée sur le récif corallien appelé Diatara. Selon ces derniers, pour éviter des confrontations entre gardes-côtes mauritaniens et pêcheurs de Saint-Louis, une zone tampon doit être érigée pour élargir la zone de pêche dans cette partie nord du pays. Comme annoncé dans les titres à Rufisque, c'est un litige foncier sur 22 hectares qui oppose les populations du village de Mbaye dans la commune de Bambilor à un promoteur privé. Ces populations qui ont vu leur construction détruite et qui souffrent de l'absence d'infrastructures de base sollicitent l'intervention du président de la République. C'est un reportage de Robert Djandi. Nous avons des services déconcentrés de l'État qui s'occupent du foncier. Et vous savez que eux, ils n'ont jamais eu d'autorisation de construire. Mieux, ce qui est grave, ils sont en train de vendre des terrains qui sont en dehors du 1451R. C'est ce qui est grave. Je vous ai dit et je le répète, la SNHLM a 20 immeubles, dont 4 TNI. Même sur les TNI, ils viennent pour construire sur les TNI sans autorisation de construire, sans aucun document signé par un service déconcentré de l'État, à savoir le cadastre ou bien l'urbanisme. Vous pensez que ça c'est normal? Actuellement, il est en train de trouver une solution pour essayer de s'en départir, mais ça n'ira pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous avons acquis de bonne foi. Et à chaque fois qu'on se présente à la DESCOS ou bien à la police, on est obligé de présenter nos titres parce que c'est des titres signés par des agents de l'État. Quand vous entendez parcelle assainie, vous pensez automatiquement à la SNHLM. C'est la SNHLM qui a morcelé, qui a fait le morcellement, qui a fait l'attribution des parcelles aux ayants droit. Nous invitons les autorités judiciaires, nous invitons le chef de l'État au plus haut niveau en tant que premier magistrat qui a parlé de Djoubel Djoubanti. Il est grand temps qu'on nous laisse. Et nous parlons de tout à fait autre chose dans ce journal. Aux parcelles assainies, l'association des commerçants de carreaux du Sénégal s'oppose à toute augmentation des tarifs douaniers sur leurs conteneurs de carreaux bloqués au port depuis un mois. En sitting aux parcelles assainies, ils menacent de durcir le ton. Ils n'ont pas manqué d'interpeller les autorités étatiques s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Ne soit pas en place. Nous allons parler justement à présent des travailleurs du supermarché exclusif qui alertent sur les conditions de travail difficiles qu'ils subissent. 8 d'entre eux ont d'ailleurs été licenciés pour avoir été suspectés d'intégrer des mouvements syndicaux. D'autres subissent des menaces de la part de la direction, nous dit Adjara Bonardi Cissé.
Ce 6 mai, 10 candidats se sont présentés sur la ligne de départ. Bon politique, Mamad Idriss Déby, proclamé chef de l'État par l'armée il y a 3 ans, à la mort de son père, tué par des rebelles après avoir régné 30 ans d'une main de fer sur ce pays sahélien parmi les plus... Ce n'est pas le bon élément, nous nous en excusons. Continuons toujours dans cette édition pour parler du thème du 4e atelier sur le suivi de reportage du rapport de l'agenda qui est tirer les leçons des pays avec de bonnes pratiques en élaboration du rapport sur l'agenda 2063. Le conseiller technique du directeur général de la planification et petites économies revient sur les tenants et les aboutissants de l'événement. C'était en présence de Sokhna Saï Mbacké et Libas Laïnir. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique avec la Commission de l'Union africaine ont tenu ce mardi à Dakar l'ouverture du 4e atelier sur le suivi et la mise en œuvre du rapport de l'agenda 2063. L'objectif de l'atelier est de documenter les meilleures pratiques et réussites des États membres. daanaka ren dañ ko def Sénégal parce que Sénégal moo aye waaye chaque fois dañ koy def ci yenn réew ñu daje bu ñu dajee def atelier xool. Chaque année, l'agenda se fait dans un pays membre. Cette année, c'est le tour du Sénégal. L'objectif de cette rencontre est d'étudier les problèmes et progrès tout en apportant des solutions. Cependant, s'il y a aussi de bonnes pratiques, on les partage pour que tout le monde en bénéficie. Boo amee aussi ay maanaam bonne pratique li ñuy wax bonne pratique ñu partage ko waxtaan ci ba nga xam ne ñëpp dañu ci mën a donc tënku pour mën a def yenn jéego. Présent dans l'agenda 2063, comme les autres États membres, le Sénégal demeure un pays modèle en termes de suivi. Donc, agenda bi nag xam nga comme Union africaine le pays. L'agenda concerne tous les pays de l'Union africaine, mais le Sénégal est considéré comme un modèle de suivi parce que chaque année, il sort son rapport, même si d'autres pays ne respectent pas souvent les délais. Voilà, même si ñu génnee rapport xëy na day yéex wala ñu am ay jafe-jafe pour génn ko mais Sénégal bokk na ci pays modèle yi nga xam ne dañuy def ci régulièrement suñu rapport. Cet atelier sur le suivi et le reportage du rapport de l'agenda 2063 va se dérouler durant 4 jours. En effet, il s'inscrit dans la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des pays de l'Union africaine. Retour sur les travailleurs du supermarché exclusif qui alertent sur les conditions de travail difficiles qu'ils subissent. 8 d'entre eux ont été d'ailleurs licenciés pour avoir été suspectés d'intégrer des mouvements syndicaux. D'autres subissent des menaces de la part de la direction. Retrouvons Adjardi Bonardi, c'est qui nous fait le point. Après les travailleurs de Numéro Uno et de Total Énergie, c'est au tour de ceux de chez Hypermarché Exclusive de dénoncer les licenciements abusifs et les conditions de travail inadmissibles. Leur seul tort, avoir créé un syndicat pour défendre leurs intérêts. Ainsi, 8 personnes ont subi les foudres de la direction et d'autres menacées. Oui, on s'était organisé, on a voulu adhérer à un syndicat parce que ce que nous vivons ici, c'est invivable, ça ne se passe nulle part ailleurs. Vous ne verrez dans aucun supermarché où on fait 12 heures de travail. C'est seulement à Exclusive VDN et Exclusive Yoff ici, nous travaillons de 9h du matin à 9h du soir, chose qui est anormale. Vous ne le verrez dans aucun pays du monde. Des contrats fictifs volent sur leur salaire. Ces travailleurs portent de lourdes accusations à l'entreprise indienne. Il y a beaucoup d'autres choses ici pour lesquelles nous voulons mettre fin. Parce qu'on a compris que le propriétaire d'ici, il soudoyait la gendarmerie, il soudoyait beaucoup d'autres corps. Pourtant, c'est défalqué dans nos salaires. Toutes ces cotisations, toutes ces charges, les IPRES, les cotisations sociales, l'accident du travail, c'est défalqué dans nos salaires. Pourtant, nos contrats ne sont pas enregistrés là-bas. Tous ceux qui ont signé leur contrat, personne ne peut vous dire ici à Exclusive qu'il a un exemplaire. Quand bien même quand tu vas signer un contrat, on ne te permet même pas de prendre en photo. Ils comptent mener ce combat tous les jours s'il le faut. Ils interpellent le nouveau gouvernement à se pencher sur leur sort, estimant que c'est des jeunes Sénégalais qui ne cherchent qu'à trouver un emploi décent pour subvenir à leurs besoins quotidiens.
La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes en compagnie de la coopération luxembourgeoise a organisé un forum sur le numérique agricole ce matin dans un hôtel de la place. L'objectif de ce forum est de créer une plateforme d'échange et de collaboration entre les sociétés luxembourgeoises et celles sénégalaises dans le domaine du numérique agricole. La DER/FJ a soutenu plus de 50 entrepreneurs au cours de ce projet appelé D4D. Ces agripreneurs ont reçu des financements et des formations. Babacar Tambedou et Dabagay ont assisté à l'ouverture de ce forum compte rendu. Il s'agit pour cette rencontre de discuter des défis et des solutions numériques possibles, partager des expériences et des bonnes pratiques et promouvoir des collaborations stratégiques pour renforcer le secteur agricole. Ce forum sur l'agriculture numérique est le fruit d'un partenariat entre la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et la coopération luxembourgeoise. On a envie de dire qu'aujourd'hui, si on veut une agriculture résiliente, une agriculture qui va vite en termes de solutions et que nous puissions atteindre cette autosuffisance dont nous parlons, qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui ou qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui doit être un levier fort aujourd'hui? Le numérique en fait partie en tous les cas. Et la DER/FJ, à travers ses partenaires, a fait le pari, un pari fort de dire on accompagne sur un parcours de l'entrepreneur. Donc avec un parcours sur mesure pour créer ces passerelles entre les agriculteurs ou les entrepreneurs agricoles classiques ou traditionnels et aussi le numérique qui doit apporter des solutions. Renforcer cap sur la semi-industrialisation, un autre défi à relever. On est en train de se parler de production, de transformation, donc avec aussi une capacité à aller dans la semi-industrialisation. Et pour ça, il faut des acteurs renforcés. Donc nous saluons aujourd'hui le partenariat que nous avons qui nous permet sur un programme spécifique mais où nous devons aller à l'échelle. C'est un lieu de réseautage. Nous avons partagé avec certains bénéficiaires qui sont ici, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être élargi parce que la demande est forte et surtout les enjeux du Sénégal sont très forts par rapport à la souveraineté alimentaire. Plus de 50 entrepreneurs agricoles accompagnés à travers ce projet d'IFODIUP d'une valeur de 325 000 €. Des startups apporteurs de solutions innovantes ont également bénéficié du soutien de la DER/FJ. Les bénéficiaires ont profité du forum pour exposer leurs produits. Après cette étape, une visite d'immersion est prévue au Luxembourg pour permettre aux agripreneurs tech de mieux se familiariser avec les outils du numérique. La Fondation Henrik Bol et Enda Pronat ont organisé ce matin une journée de lancement de l'Atlas des pesticides au Sénégal à l'Institut Confucius de l'Université Cheikh Anta Diop. L'usage excessif des pesticides et leurs conséquences sur la santé de l'environnement, de la biodiversité et des personnes ont été les grandes lignes de cette rencontre, nous dit Omar Sambou et Libas Laïndir. Pour lutter contre l'usage excessif des pesticides dans l'agriculture, la Fondation Henrik Bol et Enda Pronat ont organisé ce lancement de l'Atlas des pesticides, ici à l'ICAD. Cet usage excessif peut s'expliquer par la croissance démographique. Le Sénégal connaît une croissance démographique et ça va avec tout ce qui est la production agricole. Et on sait qu'il y a une forte demande en pesticides au Sénégal. Les producteurs, pour avoir des rendements plus importants, ont tendance à utiliser de fortes quantités de pesticides dans l'agriculture sénégalaise. L'agriculture sénégalaise est sujet de cet atelier qui prend en compte le respect des questions environnementales et la santé des acteurs. Donc ce qui ressort de l'Atlas du plastique, c'est qu'on a constaté qu'avec cette forte utilisation des pesticides au niveau de l'agriculture, on a une contamination non seulement de l'environnement, mais également de la santé humaine. Les agriculteurs qui sont en contact de ces produits pesticides s'exposent à des problématiques sur le plan sanitaire, mais également il y a des implications sur le plan de la perte de la biodiversité parce que c'est des produits très nocifs pour l'environnement mais également pour la santé. Pour la consolidation de cette santé, des pistes de solutions ont été dégagées à travers une pluralité de programmes. Donc en termes de solutions, je pense qu'au Sénégal, il y a des initiatives en termes d'agriculture biologique qui existent, d'agriculture durable. Et également, les populations doivent également être conscientes des risques autour de ces pesticides, mais également sur la qualité des aliments que nous consommons au niveau du Sénégal. Et pour cela, je pense que les initiatives telles que l'agroécologie, qui est portée par la DITAIES avec des organisations comme Enda Pronat, travaillent à inciter les agriculteurs à utiliser
des modes de production beaucoup plus durables pour réduire l'utilisation de ces pesticides, mais également des autres intrants chimiques qui détruisent la biodiversité, mais également altèrent la qualité des aliments qu'on produit au niveau du Sénégal. Comment accroître la production agricole sans détruire la biodiversité et la santé des populations semble être la question que ce programme tente de résoudre en élaborant des projets innovants. Dans cet atelier de validation du mécanisme national de référencement des migrants de retour ce mardi 7 mai 2024 organisé par l'OIM, il s'agit de dégager des politiques à travers des réseaux de concertation pour réfléchir sur la réinsertion économique, sociale et psychosociale des migrants ici au Sénégal. Adjara Bonardi Cissé. Coordonner efficacement leurs actions en matière de référence des cas de migrants identifiés vers les acteurs compétents. L'un des objectifs majeurs de l'OIM qui s'est penché sur la question du mécanisme national de référencement des migrants de retour vers les acteurs étatiques et non étatiques travaillant dans la réintégration économique, sociale et psychosociale. Donc tous les acteurs possibles et imaginables qui font des actions et font des activités pour la réintégration ou la protection ou les supports aux migrants de retour. Donc, à un certain moment, on s'est rendu compte qu'on avait tous cet acteur-là avec des expertises bien précises, bien ponctuelles, qui pouvaient être mis en synergie entre les partenaires. Et donc, à ce moment-là, on a décidé que c'était le moment vraiment de créer un cadre de concertation où les acteurs d'abord se connaissaient, ils connaissaient leur activité, leur expertise, où ils travaillaient, où ils intervenaient, parce que l'étendue du Sénégal c'est quand même énorme et les zones rurales c'est vraiment difficile assez, donc on doit aller où les migrants ils retournent chez eux dans les communautés d'origine. Et voilà qu'on a fait beaucoup de réunions, de concertations pour écrire les procédures standards. Fournir à chaque migrant identifié un référencement de qualité et adapté à ses besoins pour une réinsertion sociale fait partie des points sur lesquels ils ont insisté. L'IOM, je te l'ai donné pour moi, c'est depuis juin 2017 avec la crise migratoire et l'accord de la Valette. Donc on a aidé à retourner presque plus de 8000 Sénégalais au Sénégal et on a réussi à l'aider dans la réintégration sociale, psychosociale et économique ici au Sénégal à environ 6000 personnes. La participation de l'État a un apport essentiel dans ce mécanisme. L'autre chose que la DGSE il a fait et pour l'IOM et tous les partenaires ici présents aujourd'hui, c'est essentiel, c'est la présence des bureaux d'accueil et d'orientation des Sénégalais, donc les BAOS, qui sont mis en place depuis l'année passée à travers un fonds espagnol. Et là, je peux dire que c'est vraiment clé pour nous travailler avec eux parce qu'ils nous représentent l'institution au niveau régional du territoire, mais aussi pour nous, c'est la continuité des actions. Ainsi, pendant plusieurs jours, il sera question de réunir et de créer un réseau pour que la coordination des actions dans le sens de matérialiser ces réflexions en actions concrètes soit une réalité. Et à présent, nous parlons de culture dans cette édition avec le comité d'organisation du Festival international de jazz qui a décliné les grands axes de la 30e édition de ce festival prévu du 16 au 20 mai 2024. Cette année, plus d'une trentaine d'artistes plutôt des quatre coins du monde sont attendus avec plus d'une dizaine de concerts qui seront organisés à la place Baya de Ndar. Ce point de presse a également été une occasion pour les organisateurs de faire comprendre à l'opinion publique que le festival fait face à d'énormes difficultés, notamment au niveau du budget, mais il s'engage à tenir l'événement, quels que soient les moyens dont il dispose. Écoutons à ce propos le président du comité d'organisation, Idriss Benjeloum. Il est ici au micro de Moussa Diagne. Le Festival international de jazz de Saint-Louis célèbre sa 32e édition du 16 au 20 mai 2024. Très attendu, Saint-Louis Jazz 2024 accueillera comme une fois de plus des milliers de festivaliers venus de tous les horizons
comme en témoigne le plan affiché par la quasi-totalité des réceptifs hôteliers de Saint-Louis et environ. L'événement, en phase de préparation très avancée, a déjà bouclé sa programmation artistique. Cette année encore, un clin d'œil est fait aux talents et artistes locaux pour animer la scène du off, aux échanges musicaux, aux masterclass entre jeunes talents et musiciens confirmés, les foires artisanales et commerçantes sur les quais Masek Ndiaye pour continuer de réjouir commerçants et artisans, des projections de films pour sensibiliser sur certaines problématiques actuelles, le carnaval sur les diversités culturelles avec les envolées lyriques des communicateurs traditionnels, la parade des voitures anciennes de collection pour égayer la ville de belles couleurs festives et bien d'autres manifestations culturelles sur toute l'étendue de la commune. La grande scène IN, qui se passera donc à la place Baïa, des artistes talentueux de renommée internationale. Il s'agit de Raphaël Panier de la France, de Carmen Souza du Portugal, de Chano Dominguez d'Espagne, de Sophie Lukacs du Canada, de Bands Oyster and the Rainmakers de Sus et de Sud-Afrique, seront aussi de la partie Ben Aylon et Alindiaï Rose et les Rosettes, le mythique Findifer du Sénégal et Dennis King des États-Unis pour clôturer en apothéose cette 32e édition de Saint-Louis Jazz. Tout ceci est rendu possible grâce au soutien de partenaires de la première heure qui continuent de témoigner de leur confiance, ce fleuron des industries culturelles et artistiques. Le Festival international de jazz qui va donc célébrer sa 32e édition du 16 au 20 mai prochain. Retour sur le Dakar. Comme chaque année, la première chaîne de télévision privée du Sénégal déploie une équipe pour la couverture de cet événement. Près de 20 ans maintenant, la 2STV n'a pas manqué une seule retraite spirituelle. Le porte-parole du Khalif Dental Dakar a adressé un satisfecit à la 2STV qui a assuré la couverture médiatique de la retraite spirituelle pendant 10 jours. Le porte-parole du Khalif informe que la première chaîne privée du Sénégal a balisé le chemin à la presse au Dakar selon Tcherno Ibn Omar Ba. Écoutons justement Tcherno Ibn Omar Ba, porte-parole du Khalif de Medina Gounass au micro de Amadou Diaw et de Seydou Sow. Nous vous gratifions une très grande reconnaissance. Vous êtes les premiers à diffuser le Dakar et cela ne date pas d'aujourd'hui. Au nom de tout le Dental Dakar, je vous dis merci pour cette mission noble au service de l'islam. Vous êtes venu couvrir le Dakar en tant qu'employé, mais aussi en tant que disciple. Vous et vos supérieurs, vous faites tous partie de la famille. C'est ce qui montre votre engagement et détermination. Vous avez balisé le chemin depuis des années. Vous êtes présent avant et durant tout le long de la retraite spirituelle. Nous prions pour tout le personnel de la 2STV et à la direction générale aussi. Amadou Diaw et toute son équipe qui ont assuré la couverture médiatique de cette édition du Dakar. C'est sur cette note que prend fin cette édition dédiée à l'information. Merci à toute l'équipe technique qui a participé à sa réalisation. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir choisi la 2STV pour vous informer. Merci à la rédaction qui vous donne rendez-vous demain à partir de 7h dans votre émission matinale Matin Bonheur. En attendant, les programmes continuent sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Bonne suite des programmes. Merci, au revoir.